Le 16 avril 2007, tôt dans la matinée, 2 coups de feu brisent le calme qui régnait jusque-là sur le campus d'une université américaine. La police arrive rapidement sur les lieux, mais commet une erreur qui aura des conséquences tragiques. Parce que pendant que les enquêteurs partent sur une fausse piste, le véritable danger se déplace librement aux alentours. 2 heures plus tard, dans un autre bâtiment, 30 personnes perdent la vie en moins de 10 minutes. Le responsable est un étudiant, dont de nombreuses personnes avaient signalé la dangerosité auparavant. Comment en est-il arrivé à commettre l'irréparable ? Et surtout, comment un système entier a-t-il échoué à protéger ceux qu'il était censé garder en sécurité ? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la fusillade de Virginia Tech, le jour où 9 minutes ont changé les États-Unis à jamais. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Et d'ailleurs, en parlant de crime, est-ce que tu savais que jusqu'en 1929, il y avait de la cocaïne dans le Coca-Cola ? Maintenant, évidemment, il n'y en a plus et il n'y a également plus de raison d'en boire. Alors, tu peux toujours en ajouter toi-même, mais bon, là, tu risques de faire un tour en prison. Sauf si tu te fais attraper en France. Mais bon, bref, pour éviter la prison et le diabète, vaut mieux se tourner vers Oli. Oli, c'est quoi ? Ce sont des boissons en poudre, mais surtout une alternative beaucoup plus saine au soda classique. C'est pas un remède de santé non plus, mais ça a le mérite de t'orienter sur un chemin un peu meilleur pour ton organisme. Bon, d'accord, mais il y a quoi à boire ? Il y a 3 gammes. Les boissons iced tea qui sont ultra rafraîchissantes avec un effet antioxydant et plein de vitamines. Les boissons énergisantes, composées à base de Newcaf, qui est de la caféine cristallisée et qui permet un regain d'énergie ainsi qu'une meilleure concentration. Mais attention, c'est une gamme recommandée pour les 16 ans et plus. Et enfin, la gamme sport hydratation avec des électrolytes pour rester bien hydraté. Même si tout ça reste à consommer avec modération, c'est juste plus respectueux pour toi et pour la planète. Bah oui, parce que lorsque tu enchaînes les canettes classiques, tu contribues à des tonnes de déchets. Alors qu'un seul pot Oli, c'est l'équivalent de 50 canettes et donc tu as évité un carnage écologique grâce à cette boisson. Et surtout, tu t'évites d'ingurgiter des tonnes de sucre ou des additifs bizarres. Moi, j'adore la poudre. Non, je reformule. J'adore les boissons en poudre d'Oli, et notamment l'Ice Tea Mangue fruit de la passion, ça j'en bois des litres. Et toi non plus, tu n'auras aucun mal à trouver ta boisson Oli préférée grâce au pack découverte, qui est une boîte remplie d'échantillons pour que tu puisses tester tous les goûts. Bonne nouvelle, avec le code Cogiteur5 ou en cliquant sur le lien en description, tu auras 5 € de réduction immédiate sur ta première commande. Tu peux aussi scanner ce QR code qui s'affiche. Et c'est pas fini parce que tu peux aussi avoir 10% de réduction sur tes commandes régulières avec le code Cogiteur. C'est le moment de foncer sur le lien en description pour te rafraîchir. Niché au cœur des montagnes Blue Ridge en Virginie, Virginia Polytechnic Institute and State University, plus communément appelée Virginia Tech, est l'une des universités publiques les plus prestigieuses des États-Unis. Fondée en 1872, cette institution attire chaque année plus de 30 000 étudiants sur son vaste campus, situé à Blacksburg. Reconnue pour l'excellence de ses programmes d'ingénierie, d'architecture et de sciences, Virginia Tech se distingue également par son ambiance particulière. Les Hokies, surnom donné à ses étudiants et à ses équipes sportives, partagent un esprit de corps exceptionnel, symbolisé par les couleurs orange et bordeaux, qui domine sur le campus. L'université est aussi connue pour son architecture caractéristique, en pierre calcaire de Hokystone, un matériau extrait d'une carrière locale, qui donne à ces bâtiments leur teinte grise distinctive. Alors autant aux États-Unis ça peut partir en tir au pigeon sur les campus universitaires, autant c'est vrai qu'ils sont très beaux et bien entretenus. Parce que bon, là où j'ai fait mes études, c'était recouvert de tags ACAB ou encore d'affiches politiques avec des slogans catastrophiques. Mais ce cadre idyllique et lieu d'apprentissage privilégié va pourtant devenir le théâtre de l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Le 16 avril 2007, le campus s'éveille sous un ciel printanier. Les étudiants se préparent pour une nouvelle journée de cours dans les résidences universitaires. Et tout est calme. Rien ne laisse présager l'horreur à venir. Il est 9h40 quand Seung-Hui Cho, un Sud-Coréen de 23 ans, entre dans Norris Hall, le bâtiment qui abrite, entre autres, le département des sciences et mécaniques. Il est lui aussi étudiant à Virginia Tech. Cependant, ce jour-là, ce ne sont pas des livres ou des cahiers qu'il transporte dans son sac, mais un véritable arsenal. Seung-Hui a emporté avec lui des chaînes, des cadenas, un marteau, un couteau et 2 pistolets semi-automatiques, un Glock 19
et un Walther P22. Il a également 19 chargeurs et près de 400 balles. Avec une impressionnante rapidité, Seung-Hui enchaîne, puis cadenasse les 3 entrées principales du bâtiment, sans que personne ne le remarque. Il place ensuite sur l'une des portes une note qui indique que toute tentative d'ouverture déclenchera l'explosion d'une bombe. Merci, c'est gentil de prévenir. Après ça, il se dirige vers la salle 200, située au 2e étage, qui est déserte à ce moment-là. En chemin, plusieurs étudiants le voient jeter un coup d'œil rapide dans différentes salles. Et il trouve étrange que quelqu'un cherche encore son chemin à ce stade du semestre. Seulement, aucun d'eux ne réalise que Seung-Hui sait parfaitement où il va. En réalité, il évalue méthodiquement le nombre de personnes présentes dans chaque classe. Une fois arrivé dans la salle 200, il s'équipe, place ses 2 pistolets dans une poche de sa veste et prend la direction de la salle 206. À l'intérieur, le professeur J.V. Loganathan donne un cours d'ingénierie hydrologique avancée à 13 étudiants. Dans le même laps de temps, un membre du personnel découvre la note alarmante laissée sur la porte et monte au 3e étage pour alerter l'administration. Cependant, aucune alerte à la bombe n'a jamais été rapportée. Et comme vous l'avez sûrement compris, il est déjà trop tard. À 9h41, Seung-Hui ouvre la porte de la salle 206 et les premières balles sifflent. Il abat d'abord le professeur Loganathan âgé de 53 ans, puis se tourne vers ses étudiants. Il ne sort de la pièce que pour recharger ses armes, et en une poignée de secondes, il tue 9 jeunes et en blesse 2 autres. 2 étudiants de la salle 204, adjacente à la salle 206, comprennent très vite ce qu'il se passe et tentent de s'enfuir. En sortant dans le couloir, Seung-Hui les aperçoit et ouvre le feu sur eux. Sauf que, miracle, ils passent entre les balles et parviennent à s'échapper en empruntant une cage d'escalier. Le meurtrier tire également sur un étudiant et un professeur remplaçant, qui regardaient par la porte de la salle 205. Et par chance, eux aussi survivent tous les 2. Seung-Hui continue ensuite son chemin et entre dans la salle 207, où Jamie Bishop, âgé de 35 ans, donne un cours d'introduction à l'allemand. Comme il l'a fait dans la salle 206, il tire d'abord sur l'enseignant, avant de cibler quelques étudiants qui se trouvent près de la porte. Puis il passe calmement entre les rangées de tables pour s'assurer de pouvoir repérer tous les survivants de la première salve, qui essaient de se cacher. Là encore, le bilan est lourd. 5 morts et 6 blessés. Pendant ce temps, Kevin Granata, un autre professeur, entend les coups de feu depuis le 3e étage. Il réagit immédiatement et guide ses 20 étudiants vers son bureau, dans lequel il les enferme en verrouillant la porte. Un geste préventif qui leur a probablement sauvé la vie. Cependant, au lieu de rester en sécurité auprès d'eux, Kevin décide de descendre avec Wally Grant, l'un de ses collègues, pour voir ce qu'il se passe. Dans le couloir du 2e étage, les 2 hommes tombent sur Seung-Hui, qui leur tire dessus sans aucun avertissement. Wally est blessé, mais parvient à se réfugier dans des toilettes, ce qui lui sauve la vie. En revanche, Kevin n'a pas la même chance, et à 45 ans, il meurt des suites de ses blessures, tandis que Seung-Hui reprend tranquillement son périple meurtrier. Après sa rencontre avec les 2 professeurs, il se dirige vers la salle 211, dont la porte est barricadée. La professeure Jocelyne Couture-Novak, qui donnait un cours de français intermédiaire, a rapidement compris qu'une fusillade était en cours. Elle a donc anticipé et bloqué la porte avec des bureaux, avec l'aide d'Henry Lee, un étudiant âgé de 20 ans. En voyant Seung-Hui approcher, l'enseignante de 49 ans ordonne aux autres jeunes de se mettre à terre ou sous leur bureau et d'appeler le 911. Emily Haas s'exécute. Il est 9h43 quand elle contacte les secours. Les forces de l'ordre se mettent alors aussitôt en route vers l'université, pendant que les détonations résonnent dans le bâtiment. Malheureusement, la barricade de fortune qui sépare le groupe de la salle 211 de Seung-Hui ne tient pas. Il force si violemment la porte qu'il parvient à passer, après quoi il tue Jocelyne et Henry, dont les corps, sans vie, s'écroulent derrière. C'est alors qu'un étudiant prend une décision qu'on peut qualifier d'héroïque. Matthew Laporte, qui fait partie de la Air Force Reserve Officers Training Corps et de la Virginia Tech Corps of Cadets, se lève et charge Seung-Hui pour tenter de le neutraliser. Mais en essayant courageusement de sauver ses camarades, le jeune homme de 20 ans est abattu de 7 balles. Son courage indéniable n'a pas été récompensé et le tueur continue. Dans cette salle, le meurtrier adopte le même comportement que dans la 207. Il commence à faire feu depuis la porte, puis il passe entre les rangées de tables. En plus du professeur, 11 étudiants sont tués et 6 autres blessés. Emily, de son côté, n'a pas été touchée. Et malgré la panique ambiante, elle a réussi à rester discrètement au téléphone avec l'opératrice du 911, jusqu'à ce que Seung-Hui
quitte la salle. Tous ces événements, j'ai pris du temps à vous les décrire. Pourtant, à cet instant, à peine quelques minutes se sont écoulées. Imaginez la peur qui règne entre les murs du Norris Hall. Seung-hui a déjà tué plus de 20 personnes et beaucoup d'autres sont grièvement blessés, voire même en danger de mort. Mais surtout, quasiment tout le monde ignore où va aller le tireur quand il sort d'une pièce. Lorsqu'il ne fait pas feu, on ne peut entendre que le bruit de ses pas, parce qu'il ne prononce pas un seul mot. Et tout le monde est pris au piège, dans l'établissement complètement verrouillé par lui. À 9h45, soit 3 minutes après avoir été appelé, les autorités arrivent sur le campus. Sauf qu'elles ne peuvent pas entrer immédiatement dans le bâtiment, parce que les 3 portes qui permettent normalement de le faire sont solidement enchaînées, cadenassées et peut-être piégées. Seung-hui est libre de continuer son carnage. Donc après avoir quitté la salle 211, c'est vers la salle 206 qu'il va, ou plutôt qu'il retourne. C'est dans cette pièce que la fusillade a commencé. Il y a donc 2 blessés à l'intérieur, dont Walid Shaalan, qui a déjà pris une balle. Quand il remarque que le tireur revient, l'étudiant voit qu'il cible l'un de ses camarades et décide de faire diversion, pour éviter qu'il ne s'en prenne à lui. Son plan des plus courageux fonctionne, mais il lui coûte la vie. Seung-hui tire sur Walid une seconde fois, et cette deuxième balle l'achève. Un autre étudiant du nom de Guillermo Coleman est également blessé, mais il parvient à échapper au pire en utilisant le corps de l'une des victimes comme bouclier. On en est là. Pendant ce temps, dans la salle 207, qui a elle aussi été visitée par Seung-hui une première fois, plusieurs étudiants ont réussi à barricader la porte après son départ. Ils ont même commencé à soigner les blessés. Quand ils décident d'y revenir, Caitlin Carney et Derek Odell font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir la porte fermée. Ils savent que si Seung-hui parvient à entrer, il tuera toutes les personnes encore vivantes dans la salle. Caitlin et Derek sont tous deux blessés par les balles qu'il tire sur la porte. Mais ils arrivent à tenir bon, jusqu'à ce que le meurtrier ne se lasse et décide de reprendre son chemin. Ce jour-là, leur détermination sans faille sauve plusieurs vies. Le groupe, qui se trouve dans la salle 205, est le seul à s'en sortir totalement indemne. L'assistante diplômée Ayan Cheng, qui remplace un professeur titulaire, a vu Seung-hui ouvrir le feu dans le couloir, au début de la fusillade. Il l'a même visée, elle et l'un de ses étudiants, sans parvenir à les toucher. Par chance, il n'a pas persisté et s'est éloigné. Alors, dans la foulée, ils en ont profité pour bloquer la porte avec une grande table. Résultat, après avoir échoué à revenir dans la salle 207, Seung-hui se retrouve également bloqué face à la 205. Il tire environ 7 fois dessus, mais en voyant qu'il n'arrive pas à forcer l'entrée, il s'en va. Dans cette salle, personne n'a été tué ou même blessé. Et vu la situation, on peut presque dire qu'il s'agit d'un miracle. À cet instant, Seung-hui est probablement frustré par ces 2 échecs consécutifs. Et quand il s'approche de la porte de la salle 204, ça ne s'arrange pas. Il se heurte à la résistance de fer de Liviu Librescu, un enseignant renommé et survivant de l'Holocauste de 76 ans, qui bloque la porte avec son corps. Une chose qu'il fait probablement pour gagner du temps, parce qu'il vient d'ordonner à ses étudiants de s'échapper en sautant par les fenêtres. La salle étant située au 2e étage, plusieurs d'entre eux se blessent quand ils tombent au sol. Mais ceux qui atterrissent dans les buissons s'en sortent indemnes. Et surtout, aucun de ceux qui ont sauté n'est mort. Il faut que Seung-hui touche Liviu 4 fois en tirant sur la porte pour arriver à entrer dans la pièce. Seulement quand il le fait, il n'y a déjà quasiment plus personne à l'intérieur. Le professeur roumain est grièvement blessé près de la porte. Alors, il l'abat d'une balle dans la tempe et tue l'une de ses étudiantes, recroquevillée non loin, de la même façon. Après ça, il continue son inspection et découvre 2 autres jeunes qui tentaient de se cacher dans un coin de la salle. Il les blesse grièvement de plusieurs tirs mais ne s'attarde pas pour vérifier s'ils sont morts. Il quitte la pièce et retourne vers la salle 206 où il avait commencé son carnage. Seulement, il n'y fait qu'un passage éclair. Peu de temps après, l'équipe d'intervention du SWAT, qui essayait jusque-là de forcer l'une des entrées enchaînées par Seung-hui, abandonne. Il est évident qu'ils vont devoir trouver une alternative. Depuis la salle 206, il regarde brièvement dans le couloir pour s'assurer qu'il n'y a personne, avant de retourner vers la salle 211. Là-bas, il tente d'éliminer un maximum de survivants. Emily est toujours en discussion avec le 911. Elle réussit à communiquer à l'opératrice la position du tireur qui se trouve dans sa salle de cours, avant d'être touché à l'arrière du crâne par une balle. Cette précieuse indication permet aux autorités de localiser précisément Seung-hui,
alors qu'elles ignoraient jusque-là où il se trouvait. À 9h50, les membres du SWAT forcent enfin l'entrée du Norris Hall, en tirant sur la serrure à peine dormant d'une grande porte en bois, qui donne dans un laboratoire. Une fois dans le bâtiment, ils se dispersent et doivent sécuriser chaque pièce, afin d'être sûr qu'il n'y a qu'un seul tireur. Seung-Hui entend alors leurs pas dans l'escalier. Au moment où la police atteint le 2e étage, il prend une décision radicale. Il se tire une balle dans la tempe avec son Glock 19 et meurt instantanément. Pour échapper aux conséquences de ces actes horribles, Seung-Hui vient de sauter la vie. Quand les membres du SWAT entrent dans la salle 211, ils trouvent son corps au sol et ses armes à côté de lui. Emily est toujours vivante et malgré sa grave blessure, la jeune femme de 19 ans s'en tirera sans aucune séquelle physique. Le seul à s'en sortir totalement indemne dans la pièce est un dénommé Clay Violand, qui a eu le réflexe de rester immobile pour que Seung-Hui le croie mort. Quand les étudiants survivants entendent la phrase « tireur à terre » à 9h51, c'est le soulagement. Ça y est, le cauchemar est fini. En seulement 9 minutes, Seung-Hui a tué 30 personnes âgées de 18 à 76 ans, dont 5 professeurs et 25 étudiants. Il a également blessé 17 jeunes par arme à feu, quand 6 autres se sont fait mal en sautant par les fenêtres pour échapper au massacre. Sur le lieu du crime, les enquêteurs retrouvent au moins 17 chargeurs vides. Seung-Hui a tiré 174 balles au total, et il l'a fait avec une précision mortelle, parce que 28 de ses 30 victimes ont été touchées à la tête. D'un pas toujours calme, il n'hésitait pas à revenir en arrière pour achever les blessés qu'il voyait bouger. Parmi les personnes décédées ce jour-là, certaines se sont sacrifiées pour sauver des vies, ou essayer de le faire. Matthew Laporte est mort en se jetant sur Seung-Hui pour tenter de le neutraliser. Walid Shaalan, à lui, perdu la vie en protégeant l'un de ses camarades. Caitlin Carney et Derek Odell ont empêché que le tireur revienne dans leur salle en maintenant la porte fermée, malgré les balles qui passaient à travers, et les toucher. Et que dire de Liviu Librescu, qui a bloqué l'entrée de sa salle de son corps, pour donner le temps à ses étudiants de s'échapper, en sachant probablement qu'ils ne s'en sortiraient pas. Kevin Granata a mis une vingtaine d'étudiants en sécurité avant d'être tués. Et les bons réflexes d'Ian Cheng ont totalement empêché le tireur d'entrer dans sa salle. Emily, de son côté, a eu le courage de rester au téléphone avec les autorités pendant la majeure partie de la fusillade, pour les tenir informés, alors que Seung-Hui était juste à côté. Et si elle l'a fait, c'est en grande partie parce que sa professeure, Jocelyne Couture-Novak, a demandé à sa classe d'appeler le 911. Avant d'être abattu. Cette journée dramatique a vu beaucoup de gens, comme vous et moi, se transformer en véritables héros. Et tous les professeurs ont essayé de protéger leurs jeunes étudiants. Certes, mais le bilan humain reste extrêmement lourd lors de la fusillade de Virginia Tech. En fait, elle devient la tuerie de masse en milieu scolaire, la plus meurtrière des États-Unis. Mais ce que tout le monde ignore à ce moment-là, c'est qu'avant de gagner Norris Hall, Seung-Hui était déjà entré dans une résidence universitaire. Le 16 avril 2007, il n'y a en réalité pas eu une attaque sur le campus, mais 2. Retour au début de cette tragique journée. Il est environ 6h47 quand Seung-Hui est aperçu près de l'entrée de West Ambler Johnston Hall, une résidence universitaire mixte qui héberge 895 étudiants. Le matin, on peut entrer dans le bâtiment uniquement jusqu'à 10h, et seuls ceux qui y vivent peuvent le faire, parce qu'il faut une carte magnétique pour ouvrir la porte. La seule exception à cette dernière règle sont les étudiants dont la boîte aux lettres se trouve dans le hall de West Ambler Johnston Hall, et Seung-Hui en fait partie. Il a donc, lui aussi, une carte d'accès, mais normalement, elle ne lui permet d'y pénétrer qu'à partir de 7h30. À l'heure actuelle, on ignore toujours comment il a fait pour passer la porte avant, même si le plus probable, c'est qu'il ait profité du passage d'un résident du bâtiment pour s'y faufiler. Quoi qu'il en soit, à 7h15, Seung-Hui pénètre dans la chambre d'Emily Hilscher, une étudiante de première année de 19 ans. Elle a normalement une colocataire, mais à ce moment-là, cette dernière n'est pas présente. Sans dire un mot, Seung-Hui tire sur Emily dès qu'il l'aperçoit, et la blesse très grièvement. En entendant les coups de feu, Ryan Clark, un étudiant de dernière année, qui est aussi assistant résident à l'étage, sort de sa chambre pour comprendre d'où peut provenir ce bruit. En passant devant celle d'Emily, le jeune homme de 22 ans la voit à terre et grièvement blessé. Alors il tente immédiatement de l'aider. Malheureusement, il n'y parvient pas.
parce que Seung-hui est toujours là, et l'abat froidement avant de quitter calmement les lieux. La scène est découverte peu après, par un autre étudiant, qui alerte aussitôt la sécurité du campus. La police de l'université arrive sur les lieux en quelques minutes, suivie par les services d'urgence. Emily est encore en vie quand les secours se présentent, et elle se bat contre la mort durant 3 longues heures, avant de succomber à ses blessures. Durant tout ce temps, personne n'avertit ses proches. Ils n'apprennent ce qu'il s'est passé que à la suite de son décès. Après être sorti du bâtiment dans lequel il vient de faire 2 victimes, Seung-hui retourne dans sa propre chambre, à Harper Hall, une autre résidence universitaire située à l'ouest de West Ambler Johnston Hall. Une fois là-bas, il enlève ses vêtements tachés de sang et les cache dans la pièce. Puis il se connecte à son ordinateur pour effacer ses emails, supprimer son compte universitaire et retirer le disque dur de la machine. En parallèle, la police commence à enquêter, mais les premiers indices qu'ils trouvent les orientent vers Carl Thornhill, le petit ami d'Emily, qui possède des armes à feu. Dès le départ, les autorités traitent donc la première attaque de Seung-hui comme s'il s'agissait d'un incident domestique isolé. À 7h30, les dirigeants de l'université se réunissent pour discuter de la situation. Mais étant donné qu'ils pensent que le tireur a déjà quitté les lieux, ils décident de ne pas annuler les cours et de ne pas verrouiller le campus. Environ 1 heure après avoir tiré sur 2 étudiants à West Ambler Johnston Hall, Seung-hui aurait été vu près de la mare aux canards de l'université. Cependant, bien que les autorités les soupçonnaient d'avoir jeté son disque dur et son téléphone portable dans l'eau, les plongeurs qui ont fouillé l'étang n'ont jamais rien trouvé. Après ça, Seung-hui se rend à un bureau de poste voisin pour envoyer un colis express au siège de la chaîne de télévision NBC News, située à New York. Dans ce paquet, posté à 9h01, il y a le manifeste multimédia de Seung-hui, un DVD qui contient 27 clips vidéo, un document PDF de 23 pages comportant 1800 mots et 43 photos. Le tout est expédié au nom de A. Ishmael. Et là, on va prendre un moment pour faire un point théorie, parce que vous allez voir que ces 2 mots ont apparemment une signification particulière pour Seung-hui. En plus de les avoir utilisés pour envoyer le colis à la NBC, il avait écrit Ismaël Axe à l'encre rouge sur son bras, avant de se rendre à Norris Hall, et l'un des fichiers qui figurait sur le DVD était nommé Axishmiel. Ça fait beaucoup de références similaires, donc il est logique de penser que ça doit vouloir dire quelque chose. Sur internet, les théories se sont multipliées. Certains y voient une référence islamique à l'histoire d'Abraham détruisant des idoles avec une hache. D'autres suggèrent un lien avec le personnage d'Ismaël dans Moby Dick, symbole du narrateur témoin de la folie destructrice. Une 3e théorie évoque un poème des années 60, intitulé The Goat Ranchers, qui mentionne la hache d'Ismaël. La plus simple des explications reste cependant que Seung-hui, étudiant en anglais, s'identifie à Ismaël, l'archétype biblique de l'exilé et du rejeté. Dans son manifeste, il se désigne lui-même comme Axe Ishmael, et appelle ses supposés disciples les enfants d'Ismaël, ce qui rend cette dernière théorie d'autant plus crédible. Cela dit, malgré des années d'analyse, les enquêteurs n'ont jamais pu déterminer avec certitude ce que ces mots signifiaient pour lui. Comme beaucoup d'éléments dans cette affaire, ce mystère reste entier. Mais revenons à la première attaque, et notamment à l'absence de réaction appropriée qui a fait suite à celle-ci. Ce n'est qu'à 8h25 que l'administration de l'université commence à rédiger un email d'alerte. Mais il n'est finalement envoyé qu'à 9h26, soit plus de 2 heures après l'intrusion du tireur à West Ambler Johnston Hall. Mais le pire dans tout ça, c'est que le message n'est même pas vraiment alarmant, vu qu'il y est simplement écrit « Une fusillade s'est produite à West Ambler Johnston, plus tôt ce matin. La police enquête. Restez vigilants face à toute activité suspecte. » C'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort. Là, on dirait qu'ils annoncent une grève des transports. Entre-temps, le campus fonctionne normalement, comme s'il ne s'était rien passé. Aucune mesure de confinement n'est mise en place, donc les bâtiments restent ouverts. À partir de 8h, des milliers d'étudiants et leurs professeurs se rendent à leurs cours, totalement inconscients du danger qui les guette. Un grand nombre d'entre eux n'ont probablement même pas consulté l'email envoyé par l'administration de l'université. Résultat, vers 9h40, Seung-hui arrive à Norris Hall, tranquillement avec son arsenal, sans que personne ne fasse le lien avec les meurtres qui ont été commis plus tôt. La raison pour laquelle il a choisi ce bâtiment en particulier
est inconnu. La seule connexion qu'on lui connaît avec Norris Hall est un cours de sociologie qu'il suivait au 2e étage. Peut-être que c'est en s'y rendant qu'il a pu remarquer que c'était là qu'il y avait le plus de monde le lundi, à cette heure-ci. Seung-Hui avait l'air d'être informé que la salle 200 était vide quand il est entré dans le bâtiment, vu qu'il s'y est immédiatement dirigé pour s'y équiper. La suite, vous la connaissez. Armé de 2 pistolets, il tue 30 personnes en 9 minutes, en plus des 2 victimes qu'il a déjà fait à West Ambler Johnston Hall plus tôt, ce qui porte le total de morts à 32. Le 16 avril 2007 reste un jour tragique pour les États-Unis. Et c'est d'autant plus triste qu'il est facile de supposer que si les bonnes mesures avaient été prises dès le départ par l'administration de l'université, les choses auraient peut-être été différentes. De même si la police n'était pas partie du principe que le tireur ne représentait plus une menace. Il aurait été plus compliqué pour Seung-Hui de gagner Norris Hall. En se concentrant sur la théorie de l'incident domestique, les enquêteurs n'ont pas bouclé le secteur assez rapidement. Ils n'ont même pas réellement supposé que le coupable pouvait être encore sur le campus. Ces 2 heures critiques soulèvent des questions qui hanteront Virginia Tech pendant des années. Pourquoi l'université a-t-elle sous-estimé la menace? Comment Seung-Hui a-t-il pu se déplacer si librement sur le campus, après avoir commis un double meurtre? Et surtout, combien de vies auraient pu être sauvées si les réactions de tous les intervenants avaient été adéquates? Ces erreurs de jugement, combinées à de mauvaises décisions administratives, ont offert à Seung-Hui la possibilité d'exécuter la 2e phase de son attaque. Une attaque dont la planification minutieuse a commencé des mois auparavant et qui donne froid dans le dos. Dans les mois précédant le massacre, Seung-Hui se prépare méthodiquement pour ce qu'il appellera plus tard dans son manifeste la révolution des faibles. Une anticipation qui démontre que ses agissements n'avaient rien d'impulsif. C'est le 9 février 2007, soit plus de 2 mois avant la fusillade, que Seung-Hui fait l'acquisition de son premier pistolet, un Walther P22, qu'il achète auprès d'un vendeur d'armes en ligne basé à Green Bay, dans le Wisconsin. L'arme est expédiée à la boutique J&D Pawnbrokers, située à Blacksburg. Afin de pouvoir retirer une arme en Virginie à l'époque, son acheteur doit passer une vérification des antécédents, qui est légalement requise. Dans le cas de Seung-Hui, rien ne coince. Donc après s'être exécuté, il repart avec le pistolet. C'est un autre des gros points noirs dans cette affaire. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Avant de pouvoir se procurer une seconde arme à feu, Seung-Hui doit respecter une période d'attente obligatoire de 30 jours. En conséquence, ce n'est qu'un mois après, le 13 mars, qu'il achète un second pistolet, un Glock 19, qu'il récupère chez un armurier licencié installé à Roanoke, en Virginie. Là encore, ça passe crème. Alors après ça, il enchaîne avec l'achat de munitions. Le 22 mars, Seung-Hui achète 2 chargeurs de 10 coups pour le Walther P22 via eBay. Et il aurait apparemment acheté un chargeur supplémentaire le 23 mars auprès d'un autre vendeur. Seung-Hui se procure également une grande quantité de munitions à pointe creuse, un type de balle spéciale dont l'extrémité comporte un creux. Elles sont plus meurtrières parce qu'elles s'écrasent et s'élargissent quand elles touchent leur cible, ce qui crée des blessures beaucoup plus graves qu'une balle ordinaire. Une photo de ces balles était d'ailleurs incluse dans le manifeste que Seung-Hui a envoyé à la NBC, avec la légende « Toute la merde que vous m'avez donnée, je vous la rends avec des pointes creuses ». Une fois tous ces sordides achats faits, l'étudiant prend ses dispositions pour être sûr de maîtriser ses armes le jour J. À la mi-mars, il commence donc à s'entraîner au tir dans un stand de Roanoke, situé à environ 60 km du campus, et il s'y rend 3 fois avant les faits. C'est à cette même période qu'il s'attelle à la constitution de son manifeste multimédia. Il rédige un texte de 1800 mots qu'il répartit en phrases ou en petits paragraphes, et étale sur 23 pages numérotées. Le manifeste n'est en réalité qu'un recueil de propos extrêmement violents et haineux, dans lequel Seung-Hui se positionne comme une victime de la société. Ça n'est d'ailleurs pas sans rappeler les écrits nauséabonds d'Elliot Rodger, une affaire que j'ai également traitée sur la chaîne. Heureusement qu'il n'a jamais croisé Seung-Hui d'ailleurs, parce que ça aurait fait l'effet un taré acheté, un taré offert. Pour en revenir au manifeste, le jeune sud-coréen exprime un profond ressentiment envers ceux qu'il perçoit comme des privilégiés, riches et hypocrites. Il les qualifie de descendants de Satan déguisés en chrétiens dévots, d'hédonistes et de terroristes démocratiques, et appelle à une révolte contre eux. Seung-Hui affirme que ces actions marquent le début d'une guerre menée par les faibles et les personnes sans défense
contre les sadiques et les corrompus. Tout au long du texte, il utilise des métaphores religieuses et se compare même à Jésus ainsi qu'à Moïse. Rien que ça. Seung-Hui présente également Eric Harris et Dylan Klebold, les auteurs de la tristement célèbre fusillade de Columbine, comme des martyrs. C'est là qu'on voit à quel point il était dérangé. Le texte se termine par la signature « Je suis Axe Ishmael ». Je suis l'antiterroriste d'Amérique. Dans les toutes dernières lignes, il compare ses oppresseurs présumés à des figures politiques très peu recommandables, telles que Oussama Ben Laden ou Kim Jong-il. Le PDF de 23 pages comprend 43 photographies, sur lesquelles Seung-Hui pose avec ses armes dans diverses positions menaçantes. Il enregistre également 27 clips vidéo, d'une durée totale de 24 minutes, dont les titres sont cryptique. Durant la semaine précédant le massacre, les camarades de chambre de Seung-Hui remarquent des changements dans son comportement déjà étranges. Il dort peu ou à des heures indues, passe de longs instants seul dans sa chambre et refuse toute interaction. Les rares fois où il sort, il semble préoccupé et encore plus renfermé que d'habitude. Le 15 avril, la veille de l'attaque, Seung-Hui finalise les préparatifs. Il vérifie une dernière fois ses armes et munitions. Puis il prépare le colis qu'il compte envoyer à NBC News. Il modifie son manifeste PDF pour la dernière fois à 7h24, le matin de la fusillade. Une poignée de minutes après avoir tué Emily Hilscher et Ryan Clark, et presque 2 heures avant sa seconde série de meurtres. Dans son texte, il affirme avoir reporté l'attaque plusieurs fois, probablement parce qu'il attendait le moment parfait pour maximiser l'impact de son acte. Entendez par là faire le plus de victimes possible. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la dualité de l'attitude de Seung-Hui durant cette période. Tandis qu'il planifiait méthodiquement un massacre, il continuait d'assister à certains cours et de manger à la cafétéria du campus. Pourtant, tous les signaux d'alarme étaient là. Les achats d'armes, l'entraînement au stand de tir, la création du manifeste, l'isolement social extrême. Alors, comment est-il possible que Seung-Hui ait pu passer à l'acte? La réponse est simple. Sans communication entre les différentes agences et institutions, ces points de données restent isolés. Ils forment un puzzle dont personne ne parvient à reconstituer l'image complète avant qu'il ne soit trop tard. Et ce, même si son comportement avait commencé à mettre énormément de personnes très mal à l'aise, peu de temps après son entrée à Virginia Tech. Quand Seung-Hui arrive à Virginia Tech en 2003, il s'inscrit initialement en technologie de l'information commerciale. C'est un choix pratique, probablement influencé par ses parents qui espèrent une carrière stable pour leur fils. Mais ce dernier nourrit d'autres ambitions. Il change rapidement de spécialisation pour l'anglais, avec l'intention déclarée de devenir écrivain. À son arrivée sur le campus, Seung-Hui essaie de s'intégrer. Durant sa première année d'études, il prend part à diverses activités sociales. Mais on peut sentir qu'il est mal à l'aise et assez maladroit dans sa façon d'agir. En conséquence, cette tentative de socialisation est de courte durée. Au fil des semestres, Seung-Hui devient de plus en plus reclus, avant de finir par éviter tout contact avec les autres étudiants. L'automne 2005 marque un tournant majeur dans son parcours. Seung-Hui s'inscrit au cours de poésie de Nikki Giovanni, une professeure renommée et poétesse accomplie. Pour ce jeune sud-coréen qui veut faire de l'écriture son métier, pouvoir bénéficier de son enseignement aurait dû représenter une belle opportunité et une chance à saisir. Seulement, dès les premières semaines, le comportement de l'étudiant alarme fortement Nikki. On peut même dire que son attitude dérange ses cours. Il porte des lunettes de soleil en classe, refuse de participer aux discussions et reste obstinément silencieux quand on lui adresse la parole. Plus inquiétant encore, Seung-Hui commence à photographier discrètement les jambes de ses camarades féminines sous leur bureau. Et tout ça va de pair avec ses écrits pour le cours, qui sont profondément dérangeants. Les poèmes qu'il soumet sont violents, misogynes et obscènes. Nikki a clairement l'impression que Seung-Hui couve une forme de méchanceté. Il la met mal à l'aise. Et la situation atteint son paroxysme après 5 semaines de cours, quand plusieurs étudiantes se plaignent de son attitude, qu'elles trouvent intimidante. Moins de 2 ans avant la fusillade, Nikki sent déjà que Seung-Hui est dangereux. Alors elle prend une décision radicale. L'enseignante informe la directrice du département, Lucinda Roy, qu'elle préfère démissionner, plutôt que de continuer à faire cours s'il reste dans sa classe. Face à cette situation sans précédent,
la supérieure de Nikki, accède à sa demande. Lucinda retire Seung-hui de la classe de poésie, puis commence à travailler avec lui en tutorat individuel. Mais elle comprend rapidement pourquoi la professeure a paniqué. Après avoir vu les écrits de l'étudiant, elle contacte la police du campus et l'administration. Mais se heurte à des obstacles juridiques. Pour elle, il est évident que Seung-hui a des troubles psychologiques profonds et qu'il doit être pris en charge. Sauf qu'étant donné qu'il n'a proféré aucune menace explicite, les autorités de l'université lui répondent qu'elles ont les mains liées. Il leur est impossible d'agir parce que les lois sur la confidentialité empêchent le partage d'informations sur la santé mentale des étudiants. En l'absence de solution, la peur de Lucinda grandit jusqu'à devenir intense. Alors elle met en place un système de sécurité dans son coin, en définissant un code avec son assistante, une sorte de mot-clé. Parce que si j'avais dit safe word, je pense que certains d'entre vous auraient eu des arrière-pensées. Ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, vous êtes purs au fond de vous. Restez-le. Bon, en gros, si Lucinda mentionne le nom d'un professeur décédé pendant une session de tutorat avec Seung-hui, son assistante doit immédiatement appeler la sécurité du campus. Un système D à l'ancienne. Parce que on se doute que si la situation s'était présentée, ça n'aurait probablement pas suffi à lui sauver la vie. Heureusement pour elle, ce n'est pas arrivé. En bonne pédagogue, Lucinda essaie malgré tout d'aider Seung-hui. Elle voit que derrière le voile d'arrogance dont il a fait sa vitrine, il y a en réalité un jeune homme finalement très peu sûr de lui, qui souffre beaucoup de sa grande solitude. Elle tente alors de pousser Seung-hui à consulter les services de conseil du campus, une chose qu'il ne fait évidemment pas. Peu à peu, d'autres professeurs en viennent à partager les inquiétudes de Nikki et Lucinda. Lisa Norris anime un atelier d'écriture créative. Et elle trouve les histoires de Seung-hui si perturbantes qu'elle demande des informations sur lui à une adjointe du doyen. Cette dernière lui répond rapidement, mais ne révèle rien concernant sa santé mentale. Elle se contente de lui suggérer de diriger l'étudiant vers les services de conseil du campus. Ce que Lucinda a par ailleurs déjà fait sans succès. Edward Falco, le directeur du programme d'écriture créative, remarque quant à lui que les pièces de théâtre écrites par Seung-hui sont loin d'être celles de ses camarades. À cette période, il en écrit deux, Richard Macbeef et Mr. Brownstone. Elles révèlent un intérêt poussé pour des sujets très malsains. La violence, la pédophilie et la vengeance. Dans Richard Macbeef, il est question d'un homme qui abuse de son beau-fils de 13 ans. Et dans Mr. Brownstone, des adolescents cherchent à se venger de leurs professeurs, qu'ils accusent de les avoir persécutés et agressés sexuellement. Seung-hui apparaît avoir un léger problème avec les figures d'autorité. Mais ça ne marche pas mieux avec ses camarades, parce que sa vie sociale sur le campus reste inexistante. Il semble s'être enfermé dans un monde imaginaire, et s'invente même une petite amie entièrement fictive nommée Jelly, qu'il décrit comme un mannequin vivant dans l'espace. Non mais, il aurait dû être enfermé 10 fois déjà. Un mannequin vivant dans l'espace. Andy Corr et John Hyde, qui partagent une chambre avec lui entre 2005 et 2006 à Cochrane Hall, remarquent que Seung-hui a des comportements de plus en plus bizarres, pour ne pas dire flippants. Il se tient parfois à la porte de la chambre d'Andy tard la nuit, et le photographie sans sa permission. Il le harcèle aussi par téléphone. Quand il le fait, il se présente comme Question Mark, le frère de Seung-hui, un pseudonyme qu'il utilise aussi pour rapprocher les filles. Lorsqu'on sait que Question Mark veut dire point d'interrogation en anglais, on s'étonne peu du fait qu'il en soit resté à la petite amie imaginaire. Durant les vacances de Thanksgiving, Seung-hui appelle Andy, en prétendant être en vacances avec Vladimir Poutine en Caroline du Nord. Face à cette attitude vraiment très bizarre, Andy et John, qui avaient d'abord tendu la main à leur colocataire, prennent leur distance avec lui. L'inquiétude se transforme en angoisse, le jour où il leur confie avoir effrayé une étudiante en se rendant dans sa chambre pour la regarder dans les yeux. Seung-hui ajoute qu'il n'y a trouvé que de la promiscuité. Après ça, Andy et John demandent à leurs amis de ne jamais venir seuls dans leur chambre. Bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que tout ça, c'était déjà peu rassurant. Mais les incidents les plus graves restent à venir. Ils se produisent fin 2005. Le 27 novembre de cette année-là, Seung-hui contacte une étudiante par téléphone de manière répétée, quand il ne se présente pas directement à la porte de sa chambre. Et bien que rien dans ses propos ne soit menaçant, ils sont suffisamment perturbants pour qu'elle alerte la police du campus. Deux officiers en uniforme rendent alors visite à Seung-hui, pour lui ordonner de laisser sa camarade tranquille. Il obéit,
Mais le 13 décembre, un second incident se produit. Il contacte une amie d'Andy à plusieurs reprises, via AIM, un service de messagerie instantanée. Puis il écrit une citation de Roméo et Juliette sur son tableau de porte. Le genre de truc que les mecs dérangés trouvent romantique, alors que c'est juste malaisant. Et surtout, ça ne marche pas. Si vous ne voulez pas finir avec une mannequin imaginaire qui vit dans l'espace, faites pas ça. Bref, grâce à Andy, la jeune femme sait qu'il a déjà harcelé une autre étudiante auparavant. Donc elle contacte immédiatement la sécurité du campus. Résultat, les officiers avertissent à nouveau Seung-hui qu'il doit cesser tout contact non désiré. Et plus tard, le même jour, il envoie un email très inquiétant à son colocataire. Il indique sa volonté de mettre fin à ses jours à cause de ses 2 échecs successifs avec les filles. Ne sachant pas comment réagir ou quoi faire, Andy contacte son père pour lui demander conseil. Et ce dernier lui répond qu'il vaut mieux prévenir les autorités du campus. Une fois alerté, encore, la police de l'université embarque le jeune homme et l'escorte jusqu'au service local dédié à la santé mentale. Là-bas, il est examiné par le docteur Roy Cruz, qui déclare qu'il souffre de troubles psychologiques et qu'il est nécessaire qu'il soit hospitalisé. Le médecin note que Seung-hui présente un affect plat et une humeur dépressive, et qu'il est dans le déni concernant son état. En effet, l'étudiant nie avoir des idées noires et ne reconnaît pas qu'il présente tous les symptômes d'un trouble de la pensée. Le docteur Cruz note aussi que la perspicacité et le jugement de Seung-hui sont normaux. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est le diagnostic du médecin. Quoi qu'il en soit, après cet examen médical, le patient est soupçonné d'être un danger imminent pour lui-même et les autres. Les mots sont posés et ils sont clairs. En conséquence, il est temporairement interné dans l'attente d'une audience avec un juge. Le lendemain, le juge Paul Barnett rédige une ordonnance certifiant qu'à cause de ses troubles psychologiques, l'étudiant présente un danger imminent pour lui-même. Ça fait 2 personnes qui le disent. Pourtant, Seung-hui quitte l'hôpital le jour même, avec l'obligation de suivre un traitement. Et c'est là que le système faillit, parce qu'il ne bénéficie pas de la prise en charge en question. Que ce soit le tribunal, l'université ou les services communautaires, personne n'assure le suivi de l'ordonnance émise par le juge. Plus grave encore, en raison d'une faille dans la communication entre les systèmes judiciaires étatiques et fédéraux, cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune entrée dans la base de données nationale de vérification des antécédents pour les achats d'armes. C'est cette omission qui permet à Seung-hui d'acheter légalement les 2 pistolets qu'il utilisera pour commettre son massacre le 16 avril 2007. Durant ces derniers semestres, les rares interactions qu'il a avec d'autres étudiants sont toutes dérangeantes. Seung-hui continue d'affirmer qu'il s'appelle Question Mark et refuse à présent totalement de répondre à son vrai prénom. Ses années universitaires dévoilent un schéma clair. Seung-hui était un étudiant profondément perturbé, qui a été identifié comme dangereux par plusieurs autres étudiants, des professeurs, un médecin et même un juge. Pourtant, le système n'a pas réussi à l'aider ou, au moins, à le contenir. Les signaux d'alarme étaient nombreux et clairs. C'est en fait la combinaison de nombreux couacs qui lui a permis de passer entre les mailles du filet. Une chose d'autant plus étonnante que le jeune homme a écrit qu'il voulait répéter Columbine sur un devoir scolaire pendant son adolescence. Seung-hui voit le jour le 18 janvier 1984 à Asan, une ville de la province du Chungcheong du Sud, en Corée du Sud. Son père tient une petite librairie à Séoul, mais le commerce génère des revenus minimaux. La famille de 4 personnes vit d'ailleurs dans un appartement en sous-sol, symbole de leur statut économique précaire dans la société coréenne hautement stratifiée. En 1992, Seung-hui atteint l'âge de 8 ans. Et ses parents prennent la courageuse décision de tout abandonner et d'émigrer aux États-Unis. Ils espèrent, comme beaucoup, pouvoir offrir une bonne éducation et de meilleures opportunités à leurs enfants. Les Cho s'installent d'abord à Détroit, mais ils n'y restent pas longtemps. Tu m'étonnes. Après avoir appris que la région métropolitaine de Washington DC abrite l'une des plus grandes communautés coréennes expatriées du pays, ils y emménagent. Ils s'établissent à Centerville, une communauté non incorporée du comté de Fairfax, en Virginie. Les parents de Seung-hui ouvrent un pressing, dans lequel ils travaillent de longues heures pour subvenir aux besoins de la famille. Le comportement du garçon inquiète sa famille élargie, restée en Corée du Sud dès son plus jeune âge. Il parle rarement, montre peu d'émotion, et évite le contact visuel ou physique. Déjà à ce moment-là, ses proches se demandent s'il n'a pas un trouble du spectre autistique, ou un problème psychologique quelconque.
mais aucun diagnostic formel n'est posé. À l'école primaire, Seung-hui lutte pour s'adapter. Il pleure, fait des crises chaque matin, parce qu'il ne veut pas y aller. Il ne parvient pas à tisser de liens avec ses camarades. Des difficultés que les barrières linguistiques et culturelles exacerbent. Pourtant, si sa vie sociale laisse à désirer, ce n'est pas le cas de ses performances scolaires. Seung-hui termine un programme de 3 ans en à peine 1 an et demi, et sert d'exemple académique pour tous les autres élèves. Après sa rentrée au collège, ses problèmes deviennent plus apparents encore. Au cours de sa 8e année de scolarité, on lui diagnostique un trouble anxieux sévère avec mutisme sélectif et un trouble dépressif majeur. Le mutisme sélectif est une incapacité à parler, qui ne survient que dans certaines situations, notamment celles dites stressantes. Ce diagnostic explique enfin le silence persistant de Seung-hui à l'école, bien qu'il parle normalement à la maison avec ses parents et sa sœur. Sa famille suit les conseils des professionnels consultés, donc il entame une thérapie. Son médecin lui prescrit un antidépresseur, mais il arrête de le prendre au bout d'1 an, parce que son état s'est amélioré. Seulement, ses soucis persistent, et malheureusement, sans grande surprise, les différences de Seung-hui font de lui une victime de harcèlement scolaire. Ses camarades se moquent régulièrement de lui parce qu'il est timide, et qu'il a une façon étrange de parler quand il parvient à s'exprimer. Étant donné qu'il est l'un des rares élèves asiatiques dans les établissements scolaires qu'il fréquente, il est également confronté au racisme. L'un de ses camarades lui dit même un jour de retourner en Chine. Une remarque d'autant plus blessante qu'elle reflète une double ignorance. Non seulement elle nie son appartenance à la communauté américaine, dans laquelle il tente de s'intégrer, mais elle méconnaît également ses origines sud-coréennes. Ces agressions quotidiennes ne font qu'accentuer son sentiment d'être un étranger permanent, rejeté à la fois par sa culture d'adoption et incompris dans ses racines. Ces attaques alimentent la colère silencieuse de cet adolescent, déjà en proie à des troubles psychologiques sévères et au mutisme sélectif. En 1999, pendant la première année de lycée de Seung-hui, un événement aussi tragique que marquant a lieu. Je veux bien évidemment parler du massacre de Columbine. La fusillade fait les gros titres nationaux, et Seung-hui devient obsédé par ce drame. Mais pas parce que c'est un grand amateur de true crime. Non, il idolâtre littéralement Eric Harris et Dylan Klebold. Dans un devoir scolaire, il écrit même qu'il veut répéter Columbine. Et forcément, les conséquences ne se font pas attendre. Le personnel de l'établissement réagit immédiatement et contacte la grande sœur de Seung-hui, qui à son tour informe leurs parents. Le plus triste dans tout ça, c'est que ce que Seung-hui a écrit dans son devoir de lycéen n'avait en fait rien d'une bêtise d'adolescent perturbé. Il a vraiment répété Columbine, et a même fait 2 fois plus de victimes qu'Eric Harris et Dylan Klebold. Suite à cet incident, Seung-hui est envoyé en consultation chez un psychiatre. Il bénéficie par la suite d'un programme d'éducation spécialisé sous la classification troubles émotionnels et a droit à des aménagements significatifs. Dispense de présentation orale, exemption des discussions en classe, thérapie orthophonique régulière et suivi psychologique continu. Seung-hui profite de ces services jusqu'à la fin de sa première année de lycée. Et les évaluations qu'il passe durant cette période révèlent un tableau clinique complexe. Malgré les importantes difficultés sociales entraînées par ses troubles psychologiques, il excelle toujours autant académiquement. Le garçon a tout le temps de très bonnes notes, particulièrement en mathématiques et en sciences. Ses professeurs remarquent son intelligence exceptionnelle, mais s'inquiètent aussi au sujet de son comportement et de son isolement. Un rapport établi durant sa dernière année de lycée indique que c'est un élève brillant, mais profondément troublé, qui nécessite une surveillance continue. Un aspect crucial mais souvent négligé est l'impact de l'immigration sur la psyché de Seung-hui. Le choc culturel, la pression imposée par la nécessité de réussir dans un nouveau pays et le stress économique de sa famille ont créé un environnement de tension constante. Quand Seung-hui est accepté à Virginia Tech en 2003, il a l'opportunité de prendre un nouveau départ. Sauf que les lois fédérales sur la confidentialité empêchent son lycée de transmettre son dossier d'éducation spécialisée à l'université. Ils ne peuvent le faire que si l'étudiant demande des aménagements dans son nouvel établissement. Seung-hui choisit de ne pas le faire. Peut-être par honte ou simplement pour éviter qu'on ne lui colle une étiquette. Voilà une décision peu avisée, dont les conséquences seront dramatiques. Sans connaissance de son passé psychiatrique, Virginia Tech n'est pas en mesure de fournir à son étudiant le soutien psychologique dont il a désespérément besoin. Le cycle de l'isolement, de la rage et de la détérioration mentale continue. Mais à présent, il n'a plus le filet de sécurité que lui offrait le système scolaire secondaire. Si Seung-hui en est arrivé là par la suite, c'est en réalité à cause de plusieurs facteurs différents. Le traumatisme laissé par l'immigration,
Le harcèlement scolaire persistant, l'absence de vie sociale et surtout de multiples défaillances systémiques ont permis à un individu clairement dérangé de passer inaperçu. C'est cette triste combinaison qui a mené à 9 minutes de violence pure le 16 avril 2007. 9 minutes qui ont changé à jamais l'histoire des fusillades scolaires américaines. Après les faits, beaucoup de gens souhaitent que le manifeste de Seung-Hui ne soit jamais publié ni diffusé. NBC News n'en montre qu'une petite partie. Mais ça a suffi pour provoquer une controverse sur l'éthique journalistique et le risque d'encourager des comportements d'imitation. Et oui, le tueur de masse de Virginia Tech s'est en lui-même inspiré de Columbine. Après le massacre, plusieurs changements ont été mis en place. La principale avancée a été l'amélioration du système national de vérification des antécédents. Les universités ont considérablement amélioré leur système de sécurité, en installant des portes qui se verrouillent de l'intérieur, et des systèmes d'alerte d'urgence plus efficaces. Elles ont également mis en place des protocoles spécifiques de réponse aux crises. Juste après les faits, la Virginie a injecté 42 millions de dollars dans les services de santé mentale. Mais ces fonds ont été réduits après la crise économique de 2008. Une loi fédérale, votée la même année, a obligé les États à mieux signaler les personnes souffrant de troubles mentaux graves, pour les empêcher d'acheter des armes. Malgré les efforts des familles des victimes, la Virginie a, paradoxalement, assoupli certaines restrictions liées aux armes dans les années suivantes. La loi qui limitait les achats d'armes de poing à une par mois a, par exemple, été abrogée. Ce n'est qu'à partir de 2020, soit 13 ans après la tragédie, que de nouvelles mesures de contrôle des armes ont finalement été adoptées dans l'État. 8 ans après la fusillade de Columbine, celle de Virginia Tech a donc secoué le pays entier à nouveau, comme un cycle sans fin dans cette nation. Voici pour cette terrible affaire criminelle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez université en commentaire. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description pour obtenir 5 € de réduction immédiate sur votre première commande ou le code Cogiteur5. Mais aussi le code Cogiteur pour avoir 10% de réduction sur vos commandes régulières. Merci d'être toujours présent sous les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, c'est juste là. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.